Je suis Mackenzie Wilson, 28 ans, et le mois dernier, ma vie s'est brisée lorsque j'ai perdu mon emploi dans une start-up qui a échoué. Mais rien ne m'avait préparé à rentrer chez moi pour trouver toutes les serrures changées. Mon téléphone a vibré avec le texto de ma mère, nous avons changé toutes les serrures. Tu n'as plus de maison. En larmes, j'ai répondu, comme c'est drôle. Comme il se croit courageux. Ah. Notre relation a toujours été compliquée, mais cela a franchi une limite que je n'avais jamais imaginée. Puis, 2 jours plus tard, un courriel urgent de leur avocat a tout changé. Avant de continuer mon histoire, dites-moi d'où vous regardez, et abonnez-vous pour suivre ce qui s'est passé ensuite dans ce voyage mouvementé. En grandissant à Oakwood Heights, une banlieue de classe moyenne près de Boston, mon enfance semblait parfaitement idyllique de l'extérieur. Notre maison coloniale à 2 étages, avec sa pelouse impeccable et sa clôture blanche à latte, aurait pu sortir d'un magazine immobilier. Mais à l'intérieur de ces murs, mes parents, Patricia et Robert Wilson, géraient notre maison comme une académie militaire. Dès mes plus lointains souvenirs, tout devait être fait à leur manière. Ma mère planifiait chaque heure de ma journée, cours de piano le lundi, natation le mardi, tutorat scolaire le mercredi. Mon père examinait mes bulletins scolaires avec un stylo rouge, encerclant toute note inférieure à avec un soupir déçu. Mackenzie, l'excellence n'est pas une option dans cette famille, disait-il, poussant mon test de mathématiques, B+, sur la table de la cuisine. Mon jeune frère, Trevor, s'est parfaitement adapté à leurs attentes. Plus jeune que moi de plusieurs années, il est devenu l'enfant modèle en suivant toutes les règles sans poser de questions, Société nationale d'honneur, capitaine de l'équipe de débat, et admission éventuelle à l'alma mater de mon père. Trevor cochait toutes les cases de leur liste de l'enfant parfait. Moi, cependant, je suis né avec des questions aux lèvres. Mais pourquoi ai-je besoin du calcul si je veux être écrivain, demandai-je, ce qui leur valait des soupirs exaspérés. Parce que les enfants Wilson deviennent médecins ou avocats, pas des artistes en difficulté, répondait ma mère, sont-on mettant fin à toute discussion. Au lycée, notre maison est devenue un champ de bataille. Je me suis inscrite au journal de l'école pendant que mes parents m'inscrivaient à des camps d'été de pré-médecine. J'ai postulé à des stages de journalisme pendant qu'ils planifiaient des heures de bénévolat à l'hôpital. Ce tiraillage constant nous épuisait tous, mais aucune des 2 parties ne voulait céder. Lorsque la saison des candidatures à l'université est arrivée, j'ai secrètement postulé à des programmes de commerce tout en faisant semblant de poursuivre la pré-médecine. Le jour où ma lettre d'acceptation de l'école de commerce de Northeastern est arrivée, accompagnée d'une bourse partielle, j'ai finalement abattu mes cartes. Je vais faire du commerce, pas de la médecine, ai-je annoncé au dîner, faisant glisser la lettre d'acceptation sur la table. Le silence a duré 10 secondes atroces avant que mon père ne parle, alors tu le feras sans notre soutien. Il ne bluffait pas. Alors que Trevor recevrait plus tard une éducation entièrement financée, j'ai travaillé 3 emplois les matins à la librairie du campus, les soirs à faire le service, et la vente le week-end pour couvrir ce que ma bourse ne couvrait pas. Ces années m'ont appris l'indépendance mais ont créé un fossé entre mes parents et moi qui ne s'est jamais complètement refermé. Après l'obtention de mon diplôme, j'ai décroché un poste de marketing de niveau débutant dans une start-up technologique prometteuse. Le salaire couvrait à peine mon minuscule appartement et mes prêts étudiants, mais il était à moi. Pendant 3 ans, j'ai construit ma carrière, ne rendant visite à mes parents qu'aux grandes fêtes, où la conversation restait superficielle et tendue. Puis la Covid a frappé. Notre start-up a perdu son financement, a réduit ses effectifs, et s'est finalement complètement effondrée. Avec le marché de l'emploi gelé et mes économies épuisées, après 2 mois de chômage, j'ai fait face à l'impensable, demander à mes parents de revenir temporairement à la maison. 6 mois maximum, je promets, leur ai-je dit, alors qu'ils libéraient à contre-cœur l'ancienne chambre de Trevor. Juste le temps que je trouve quelque chose de stable. Dès le premier jour, l'arrangement a été tendu. Ils ont imposé les mêmes règles que lorsque j'avais 16 ans, couvre-feu, tableau des tâches ménagères, et dîners familiaux obligatoires où ma mère mentionnait subtilement, les candidatures aux écoles de médecine étaient encore une option à mon âge. Chaque courriel de refus d'emploi dans ma boîte de réception devenait une munition pour leur argument selon lequel j'avais choisi la mauvaise voie. Marketing pour des entreprises technologiques dans cette économie, ricanait mon père. Tu aurais pu être à mi-parcours de ta résidence médicale maintenant. Les tensions ont escaladé pendant mon séjour de 6 mois. Mes contributions aux dépenses ménagères, tout ce que je pouvais gratter de quelques travaux en freelance occasionnels, étaient rejetés comme insuffisantes. Mes efforts de recherche d'emploi étaient jugés peu ciblés.
Mes entretiens pour des postes qu'ils considéraient comme indignes d'un Wilson étaient accueillis par une désapprobation silencieuse. Le coup de grâce est arrivé après que j'ai perdu une opportunité d'emploi prometteuse dans une agence de marketing numérique. Après 5 entretiens, j'avais été le deuxième choix. Nouvelle dévastatrice. Je l'ai reçu par courriel en étant assise à la table de la cuisine. Peut-être est-ce un signe, a dit ma mère, me regardant retenir mes larmes. Ta grand-mère serait tellement déçue de te voir lutter ainsi. Ce commentaire a allumé quelque chose en moi. Ma grand-mère, la mère de ma mère, avait été mon plus grand soutien. Avant sa mort il y a 3 ans, elle m'avait secrètement glissé des chèques pendant mes études universitaires et m'avait toujours dit de suivre mes passions. N'osez pas me dire ce que grand-mère penserait, ai-je lâché. Elle était la seule à m'avoir jamais soutenu inconditionnellement. Ce qui a suivi a été la pire dispute que nous ayons jamais eue. Des mots comme ingrate, échec, et déception ont volé à travers la pièce. Je les ai accusés de ne jamais m'avoir aimé pour ce que j'étais. Ils m'ont traité de prétentieuse et de délirante quant à mes capacités. Je suis sorti en trombe pour m'aérer l'esprit, passant la nuit dans l'appartement de mon ami Allison. Le lendemain matin, j'avais un entretien d'embauche de l'autre côté de la ville, pas le poste de mes rêves, mais quelque chose qui me remettrait sur pied. J'ai envoyé un texto à ma mère disant que je serais de retour ce soir-là pour parler plus calmement. Je n'ai jamais imaginé que le soir, je n'aurais plus de maison où retourner. L'entretien d'embauche s'est étonnamment bien passé. Le poste était celui de responsable du marketing de contenu dans une petite entreprise mais stable, moins excitant que mes jours en start-up, mais avec un salaire et des avantages sociaux fiables. En marchant vers ma voiture, j'ai ressenti une lueur d'espoir pour la première fois depuis des semaines. Peut-être que ce serait mon ticket pour retrouver mon indépendance, loin de la tension quotidienne chez mes parents. Pendant le trajet de retour, j'ai même répété ce que je dirais pour aplanir les choses après la dispute de la nuit précédente. Repartons sur de nouvelles bases, ai-je répété. J'ai un bon pressentiment concernant cet entretien, et je suis reconnaissante d'avoir un toit au-dessus de ma tête pendant que je me remets sur pied. Il était un peu plus de 16h30 lorsque je me suis garé dans l'allée familière. La maison avait exactement la même apparence que ce matin, et nette, nain de jardin de ma mère faisant sentinelle, drapeau américain près de la porte d'entrée flottant doucement dans la brise d'automne. Tout semblait normal. Puis j'ai essayé d'ouvrir la porte d'entrée. Ma clé a glissé dans la serrure mais n'a pas tourné. C'est étrange, ai-je pensé, en l'agitant plus fortement. Peut-être est-elle bloquée. J'ai réessayé, agitant la clé plus énergiquement, mais elle ne bougeait pas. Bonjour, ai-je appelé, frappant à la porte. Maman? Papa? La serrure semble bloquée. Pas de réponse. J'ai fait le tour jusqu'à l'entrée latérale près de la cuisine, la porte que nous utilisions le plus fréquemment. Encore une fois, ma clé a glissé mais n'a pas tourné. Une sensation froide s'est installée dans mon estomac alors que j'essayais la porte arrière avec le même résultat. Debout sur la terrasse arrière, j'ai sorti mon téléphone et appelé ma mère. Directement sur la messagerie vocale. J'ai essayé mon père avec le même résultat. Finalement, j'ai appelé mon frère, Trevor, qui vivait à 2 heures de là, à New York. Trevor? Salut, quelque chose d'étrange se passe. Je n'arrive pas à entrer dans la maison, et maman et papa ne répondent pas. Une longue pause. Mac, je pense que tu devrais vérifier tes textos. J'ai retiré le téléphone de mon oreille et vu une nouvelle notification de message de ma mère qui était arrivée pendant mon appel avec Trevor. Avec des doigts tremblants, je l'ai ouverte, nous avons changé toutes les serrures. Tu n'as plus de maison. Après hier soir, nous avons décidé qu'il était temps pour toi de te débrouiller seul dans la vie. Tes affaires seront emballées et disponibles pour être récupérées samedi lorsque nous serons absents. Prends des dispositions pour que tout soit enlevé avant 17h. Le sol a semblé s'incliner sous moi en lisant et relisant le message. Mes parents m'avaient enfermé dehors. Ils avaient réellement changé les serrures pendant que j'étais à un entretien d'embauche. Ma maison depuis 6 mois, et ma maison d'enfance pendant les 18 années précédentes, m'étaient soudainement inaccessibles. À travers le choc, j'ai tapé en réponse, comme c'est drôle. Comme il se croit courageux. Ah. Le rire était de la pure bravade, à l'intérieur, je m'écroulais. J'ai immédiatement essayé de rappeler, mais leurs 2 téléphones sont restés éteints. J'ai levé les yeux vers la maison, vers la fenêtre de ma chambre au 2e étage, et j'ai réalisé que toutes mes possessions étaient à l'intérieur, mes vêtements, mon ordinateur portable, mon portfolio, mon acte de naissance et mon passeport,
Mac? Tu es toujours là. La voix de Trevor est venue du téléphone que j'avais oublié être encore connecté. Tu étais au courant, ai-je demandé, ma voix n'étant qu'un murmure. Pas avant 1 heure. Ils m'ont appelé après l'avoir fait, ils semblaient mal à l'aise. Écoute, ils sont vraiment bouleversés par hier soir. Laisse-leur juste un peu de temps pour se calmer. Du temps, Trevor? Ils m'ont enfermé dehors. Toutes mes affaires sont là-dedans, mes documents, mes outils de travail, tout. Je n'ai nulle part où aller. Peut-être rester chez un ami pendant quelques jours? J'offrirai ma place, mais les parents de Lisa sont en visite. Oublie ça, les jeux coupés, la colère remplaçant le choc. Dis-leur juste que c'est illégal. Ils ne peuvent pas me jeter dehors sans préavis. Je vais leur parler, a-t-il promis faiblement. Ne fais rien pour aggraver les choses, d'accord? J'ai raccroché et me suis assise dans ma voiture, fixant la maison où j'avais grandi. À travers la fenêtre de la cuisine, je pouvais voir ma mère se déplacer délibérément, sans regarder dehors. Elle savait que j'étais là. Ils le savaient tous les deux. Les mains tremblantes, j'ai appelé Allison, l'amie chez qui j'avais dormi la nuit précédente. Holly? J'ai besoin d'une énorme faveur. Puis-je encore dormir sur ton canapé? Mes parents, ma voix s'est brisée, mes parents ont changé les serrures. Ils m'ont mise à la porte. L'indignation d'Allison a été immédiate et réconfortante. Ils ont fait quoi? Bien sûr que tu peux rester ici. Oh mon Dieu, Mac, c'est horrible. Tu veux que je vienne te chercher? Non, j'ai ma voiture. J'arrive dans 20 minutes. Merci infiniment. Alors que je démarrais le moteur, Madame Henderson, la vieille voisine qui habitait à côté depuis que j'étais enfant, s'est approchée de ma fenêtre avec de l'inquiétude écrite sur son visage. Mackenzie, ma chérie, tout va bien? Je t'ai vu essayer les portes. Je pouvais à peine soutenir son regard, l'humiliation me brûlant. Mes parents ont changé les serrures, Madame Henderson. Ils ont décidé que je n'étais plus la bienvenue. Son visage s'est affaissé. Oh, ma chérie, ce n'est pas bien. Tu as un endroit où aller. Oui, chez une amie, mais toutes mes affaires sont encore à l'intérieur. Elle m'a tapoté la main à travers la fenêtre. Je vais garder un œil. Si je les vois partir, je te le ferai savoir. Peut-être pourras-tu récupérer tes essentiels alors. Je l'ai remercié et suis parti, regardant ma maison d'enfance s'éloigner dans le rétroviseur, me sentant de nouveau comme à 16 ans impuissante, incomprise et complètement seule. Cette nuit-là sur le canapé d'Allison a été le point le plus bas de ma vie adulte. Après qu'elle soit allée se coucher, je me suis enfin permis de m'effondrer complètement. La trahison était plus profonde que je n'aurais pu l'imaginer. C'étaient mes parents, les personnes censées m'aimer inconditionnellement. Au lieu de cela, ils m'avaient littéralement enfermé hors de leur vie parce que je ne correspondais pas à leur moule prédéterminé. J'ai fait défiler de vieilles photos de famille sur mon téléphone jusqu'à 3 heures du matin, me demandant où tout avait tourné si mal et comment je reconstruirais ma vie à partir de zéro, avec la plupart de mes possessions retenues en otage. Je ne savais pas qu'en seulement 2 jours, un courriel inattendu bouleverserait complètement toute la situation. En me réveillant sur le canapé d'Allison le lendemain matin, il m'a fallu quelques secondes désorientantes pour me rappeler pourquoi je n'étais pas dans mon lit. Puis la réalité s'est abattue, j'étais effectivement sans abri. La validation d'avoir une adresse permanente, une clé qui ouvrait une porte vers mon propre espace, m'avait été retirée du jour au lendemain. J'ai fait du café, a dit Allison, arrivant doucement dans le salon en pantoufles moelleuses. Son appartement d'une chambre était minuscule mais douillet, rempli de plantes et de coussins colorés. Tu n'avais pas à faire ça, ai-je dit, retenant une nouvelle vague de larmes face à sa gentillesse. Eh bien, quelqu'un devrait être de ton côté, elle m'a tendu une tasse fumante. Alors, quel est le plan? Plan, n'est-ce pas? Il me fallait un plan. D'abord, j'ai réessayé d'appeler mes parents. Les 2 numéros sont allés directement sur la messagerie vocale. J'ai laissé des messages qui ont commencé calmes et sont devenus de plus en plus désespérés. Maman, papa, s'il vous plaît, rappelez-moi. Il faut qu'on en parle. C'est illégal, vous savez que vous ne pouvez pas juste jeter quelqu'un dehors sans préavis. S'il vous plaît, au moins laissez-moi récupérer mes documents importants et mon ordinateur de travail. Pas de réponse. Vers midi, je suis retourné à la maison, espérant les surprendre en partant ou en revenant pour pouvoir leur parler face à face. L'allée était vide,
mais leurs 2 voitures étaient parties. J'avais oublié que c'était mercredi ou le déjeuner habituel de ma mère avec ses amis de l'église, la journée de golf de mon père. Madame Henderson m'a aperçu depuis son jardin et s'est dépêchée d'arriver. Ils sont partis il y a environ 1 heure, a-t-elle confirmé. Votre mère portait une liste de courses, alors il pourrait être absent un moment. J'ai regardé la maison, considérant mes options. Pourrais-je trouver une fenêtre ouverte? Devrais-je appeler un serrurier? Mais ensuite? Entrer par effraction dans ma propre maison juste pour qu'ils appellent la police contre moi? Mackenzie, a dit doucement Madame Henderson, votre père m'a donné ceci pour vous avant qu'il ne parte. Elle m'a tendu une enveloppe scellée. À l'intérieur se trouvait une lettre dactylographiée, froide et formelle. Toute tentative d'entrer dans les locaux sans notre permission sera considérée comme une intrusion. Vos affaires seront disponibles pour être retirées samedi entre 14h et 17h, comme convenu précédemment. Nous nous attendons à ce que tous les articles soient retirés à ce moment-là. La lettre n'était même pas signée, juste imprimée comme un avis à un locataire. Je ne comprends pas comment ils peuvent faire ça, ai-je dit, la voix brisée. C'est aussi ma maison. Madame Henderson a secoué la tête tristement. Je connais vos parents depuis 25 ans, et je n'ai jamais approuvé la façon dont ils vous traitaient. Votre grand-mère Eleanor aurait le cœur brisé de voir ça. La mention de ma grand-mère a provoqué une nouvelle douleur dans ma poitrine. Elle avait été mon refuge pendant les pires tempêtes avec mes parents. Après sa mort il y a 3 ans, j'avais perdu ma plus grande alliée. Merci d'être gentille, ai-je dit à Madame Henderson. Au moins je sais que quelqu'un veille sur la maison. Je suis inquiète pour mes affaires. Je vais garder un œil, a-t-elle promis. Et, Mackenzie, ce n'est pas de ta faute. Souviens-toi de ça. Le reste de la journée est devenu un flou logistique, la réalité peu glamour du déplacement soudain. J'ai visité un café voisin avec Wi-Fi gratuit pour chercher du travail, pris rendez-vous au DMV pour remplacer mon permis de conduire, l'original était à l'intérieur de la maison, et appelé ma banque. La banque a délivré un autre choc. Mes parents m'avaient retiré du compte joint que nous avions établi lorsque j'étais à l'université, ou le compte où mes chèques de freelance étaient déposés, le compte qui contenait mes derniers 847 $. Les titulaires principaux du compte ont effectué ce changement hier après-midi, a expliqué la représentante de la banque, s'excusant. Nous ne pouvons rien faire puisque vous étiez listé comme titulaire secondaire. J'avais aussi été coupé financièrement. Mes parents ne se contentaient pas de me forcer à partir, ils effaçaient systématiquement mes filets de sécurité, un par un. Ce soir-là, en faisant défiler les réseaux sociaux sur mon téléphone, j'ai vu que Trevor avait posté des photos de dîner de famille et mes parents souriant autour d'une lasagne maison, la spécialité de ma mère. La légende disait, rien de tel que la cuisine de maman. Blessé de temps en famille. J'ai lancé mon téléphone à travers le canapé d'Allison. Ils agissent comme si tout était normal, ai-je dit quand elle a levé les yeux, surprise. Comme s'ils ne venaient pas de mettre leur fille à la rue, et Trevor joue le jeu. Ton frère a toujours été leur marionnette, tu le sais, a dit Allison en récupérant mon téléphone. Ils pourraient au moins reconnaître que ce qu'ils ont fait était mal. La loyauté familiale est compliquée, a-t-elle dit. En parlant de ça, tu peux rester ici jusqu'à la fin de la semaine, mais Ethan emménage lundi. Ethan était le petit ami d'Allison, ils prévoyaient d'emménager ensemble depuis des mois. Bien sûr, je trouverai quelque chose d'ici là. Mais les murs se refermaient sur moi. Je cherchais du travail depuis des mois sans succès, mes économies étaient parties, mes possessions étaient retenues en otage, et maintenant j'avais 3 jours pour trouver de nouveaux hébergements sans revenus. Cette nuit-là, dormant mal sur le canapé d'Allison, j'ai été tourmenté par des rêves de stress, me présentant nu à des entretiens d'embauche, courant dans des couloirs sans fin de portes verrouillées, mes parents riant alors que j'essayais frénétiquement clé après clé. Je me suis réveillé épuisé, avec un mal de tête dû à la tension qui me pressait derrière les yeux. Tu as une mine terrible, a dit Allison, pas méchamment. Peut-être devrais-tu parler à quelqu'un. Comme un thérapeute? Avec quel argent? Non, comme un avocat. Quoi? Ce que tes parents ont fait doit être illégal. L'idée m'avait traversé l'esprit, mais les avocats coûtaient de l'argent que je n'avais pas. De plus, poursuivre mes propres parents en justice semblait franchir une limite, même après tout ce qu'ils avaient fait. Attendons de voir ce qui se passe samedi quand je récupère mes affaires, ai-je dit. Peut-être se seront-ils calmés d'ici là. Mais au fond, je le savais bien.
Ce n'était pas une action spontanée, c'était la culmination d'années d'amour conditionnel. Mes parents avaient finalement trouvé la façon ultime de me contrôler, en me retirant complètement ma sécurité. Cet après-midi-là, j'ai utilisé mes derniers dollars pour acheter une carte téléphonique prépayée, craignant que ma facture de téléphone ne soit pas traitée avec mon compte gelé. J'étais en train de postuler pour un poste de barista ou n'importe quel travail ferait l'affaire à ce stade lorsque la notification de mon courriel a retenti. Expéditeur, cabinet Sanders & Wilson. Objet, urgent concernant les biens et actifs de la famille Wilson. Le cœur m'a sombré. Mes parents me poursuivaient-ils en justice maintenant? Pourquoi? Pour être une déception? Avec des doigts tremblants, j'ai ouvert le courriel qui allait complètement transformer ma compréhension des 28 dernières années. Le courriel commençait formellement, « Chère mademoiselle Wilson, je vous contacte concernant des questions urgentes relatives à la fiducie Eleanor Wilson, dont notre cabinet est l'exécuteur légal. Des événements récents ont rendu nécessaire notre intervention immédiate. Eleanor Wilson, ma grand-mère? J'ai continué à lire, le cœur battant la chamade. Il est venu à notre connaissance que votre statut de résidence actuel a été compromis, ce qui constitue une violation directe des termes établis dans la fiducie de votre grand-mère. Nous demandons une consultation immédiate pour discuter de vos options juridiques. Le message incluait les coordonnées de Jonathan Peters, associé principal, et demandait que j'appelle à ma plus proche convenance. Un avis de confidentialité en bas mettait en garde contre la divulgation non autorisée du contenu du courriel. Je l'ai lu 3 fois, essayant d'y trouver un sens. Ma grand-mère avait une fiducie? Une qui impliquait d'une manière ou d'une autre mon statut de résidence? Et que voulait-il dire par option juridique? Les mains tremblantes, j'ai composé le numéro. Sanders et Wilson, comment puis-je diriger votre appel, a dit une voix féminine professionnelle. C'est Mackenzie Wilson. J'ai reçu un courriel de Jonathan Peters concernant la fiducie de ma grand-mère. Je ne savais pas qu'elle en avait une. Un instant, s'il vous plaît, mademoiselle Wilson. Après une brève attente avec une musique classique générique, une voix masculine grave est apparue au bout du fil. Mademoiselle Wilson, merci de votre réponse rapide. Je suis Jonathan Peters. Qu'en est-il? La fiducie de ma grand-mère? Je ne savais pas qu'elle en avait une. C'est précisément pourquoi nous devons nous rencontrer. Il y a des préoccupations de confidentialité que je ne peux pas aborder par téléphone. Pourriez-vous venir à notre bureau demain matin à 10 h? Oui, je peux le faire. J'ai noté l'adresse qu'il a fournie. Excellent. Et, mademoiselle Wilson, veuillez apporter toute documentation concernant votre situation de vie récente et les circonstances de votre départ de la résidence familiale. Après avoir raccroché, je suis resté figé, l'esprit en ébullition. Ma grand-mère avait toujours été l'électron libre de la famille, une femme d'affaires prospère qui s'est mariée tard, a beaucoup voyagé, et s'est fréquemment heurtée à ma mère sur les philosophies d'éducation. Alors que mes parents me poussaient vers des carrières prestigieuses et pratiques, grand-mère Eleanor encourageait ma créativité et mon indépendance. Certaines personnes ont besoin de contrôler les autres pour se sentir en sécurité, m'avait-elle dit un jour pendant une période particulièrement difficile avec mes parents. La vraie force est de laisser les gens trouver leur propre chemin tout en se tenant prêts à les rattraper s'ils tombent. Elle était décédée il y a 3 ans d'une crise cardiaque soudaine. L'enterrement a été bref et formel, tout comme ma mère le préférait. Je me souviens avoir été surprise que le patrimoine substantiel de grand-mère semble être transféré à mes parents sans beaucoup de processus légal, mais j'étais trop accablé par le chagrin pour poser des questions. Maintenant, les souvenirs revenaient en force, de petits commentaires que ma grand-mère avait faits, des regards significatifs lorsque mes parents discutaient de ses actifs, son insistance à me parler seule pendant ces dernières années. Un jour, Mackenzie, avait-elle dit lors de notre dernière visite, tu comprendras à quel point je crois en toi. Promets-moi que tu ne les laisseras jamais briser ton esprit. J'avais attribué cela aux encouragements habituels d'une grand-mère. Et si cela avait été quelque chose de plus? Cette nuit-là, j'ai à peine dormi, mon esprit construisant d'innombrables scénarios. Le matin, j'avais tout envisagé, de l'héritage d'une petite obligation d'épargne à la découverte que ma grand-mère avait été une millionnaire secrète. Je suis arrivé chez Sanders et Wilson 15 minutes en avance, vivement consciente de mes vêtements froissés et des cernes sous mes yeux. Le bâtiment était un imposant gratte-ciel du centre-ville, son lobby tout en marbre et vert. Je me sentais désespérément déplacé. À la réception, j'ai donné mon nom avec autant de confiance que j'ai pu rassembler.
Wilson, a dit la réceptionniste, une femme raffinée d'une cinquantaine d'années. Monsieur Peters vous attend. 15e étage, bureau 1520. Le trajet en ascenseur m'a donné le temps de me ressaisir. Quoi que cette réunion révèle, il fallait que je paraisse capable et posé. Le bureau 1520 s'ouvrait sur une zone de réception de bon goût avec des sièges en cuir et un éclairage discret. Avant que je ne puisse m'approcher du bureau, un homme grand aux cheveux argentés et au costume sur mesure a émergé d'un bureau intérieur. Mademoiselle Wilson? Jonathan Peters. Veuillez entrer. Son bureau était spacieux mais pas ostentatoire, avec des vues sur la ligne d'horizon de la ville et des murs tapissés de livres de droit. Il a fait signe vers une chaise confortable en face de son bureau. Merci d'être venu dans un délai si court. Je comprends que vous êtes dans une situation difficile. C'est le moins qu'on puisse dire, ai-je dit, puis je me suis reprise. Désolé, ces derniers jours ont été stressants. Tout à fait compréhensible. Il a ouvert un épais dossier sur son bureau. Mademoiselle Wilson, étiez-vous au courant que votre grand-mère a établi une fiducie familiale avant son décès? Non. Je savais qu'elle avait des actifs, mais mes parents ont géré tout après son décès. C'est une partie du problème. Son expression est devenue grave. Votre grand-mère a établi ce que nous appelons une fiducie conditionnelle. La maison familiale Wilson, où vous viviez jusqu'à récemment, a été placée dans cette fiducie, ainsi que d'importants actifs financiers. Mon cœur a commencé à battre la chamade. Quel genre de conditions? La condition principale était que la propriété reste votre maison familiale, avec des droits de résidence garantis pour tous les membres directs de la famille Wilson, y compris vous. Vos parents ont été nommés administrateurs, mais leur droit d'occuper la propriété était explicitement conditionnel à votre accès continu à la maison chaque fois que vous en aviez besoin. Les implications m'ont frappé comme un coup physique. Vous dites que la maison fait réellement partie de la fiducie de ma grand-mère, et pas de la propriété de mes parents? Correct. La maison appartient à la fiducie Eleanor Wilson. Vos parents reçoivent une allocation mensuelle de la fiducie pour entretenir la propriété, étant entendu qu'elle vous resterait toujours disponible. Et en changeant les serrures et en me barrant l'accès, ils ont violé les termes fondamentaux de la fiducie, a-t-il confirmé. C'est pourquoi notre cabinet, en tant qu'exécuteur légal de la fiducie, a été automatiquement notifié. Automatiquement notifié? Comment? Votre grand-mère était très méticuleuse. La fiducie comprend des dispositions de surveillance. Lorsque vos identifiants d'accès ou vos clés n'ont pas réussi à ouvrir les serrures de 3 portes différentes dans un court laps de temps, cela a déclenché une alerte. J'ai dû avoir l'air stupéfaite, car il a ajouté gentiment, votre grand-mère avait anticipé d'éventuels problèmes de dynamique familiale. Elle voulait s'assurer que mes intérêts soient protégés. Les larmes me sont montées aux yeux alors que toute la signification a sombré. Ma grand-mère ne m'avait pas seulement aimé, elle avait pris des mesures concrètes pour me protéger exactement du genre de rejet que mes parents venaient de mettre en œuvre. Il y a plus, a continué Jonathan, sortant des documents supplémentaires. La fiducie comprend des fonds d'éducation substantiels qui devaient être mis à votre disposition sur demande. Selon nos dossiers, vous n'avez jamais accédé à ces fonds, malgré l'achèvement de vos études. Avez-vous fait une demande par l'intermédiaire de vos parents? Non, ai-je murmuré. J'ai travaillé plusieurs emplois pour financer moi-même mes études universitaires. Mes parents ont dit qu'ils ne soutiendraient pas mes études de commerce. L'expression de Jonathan s'est assombrie. Je vois. C'est extrêmement préoccupant. Car vos parents, en tant qu'administrateurs, étaient légalement tenus de vous informer de ces fonds disponibles. Nous devrons enquêter pour déterminer s'il y a eu des irrégularités financières. La pièce semblait tourner autour de moi. Non seulement mes parents m'avaient enfermé dehors d'une maison qui n'était techniquement pas la leur à contrôler, mais ils auraient pu retenir des fonds d'éducation spécifiquement destinés à moi. Que se passe-t-il maintenant, ai-je demandé, ma voix à peine audible. Vous avez plusieurs options, a dit Jonathan, son ton devenant plus formel. En tant que bénéficiaire de la fiducie, vous pouvez invoquer l'application immédiate de ces termes, ce qui exigerait de vos parents qu'ils rétablissent votre accès à la propriété dans les 24 heures ou qu'ils fassent face à d'importantes sanctions financières, y compris leur éventuel retrait en tant qu'administrateur. Vous voulez dire que je pourrais les forcer à me laisser rentrer, ou potentiellement les retirer? Oui. Alternativement, nous pourrions négocier un règlement qui respecte les intentions de votre grand-mère tout en permettant une résolution à l'amiable. Cela pourrait inclure l'établissement d'un logement séparé pour vous, financé par la fiducie,
pendant que vos parents continuent d'occuper la maison familiale dans des conditions révisées. Je suis resté assise en silence stupéfait, essayant de traiter ce renversement complet du pouvoir. Toute ma vie, j'avais été à la merci de mes parents financièrement, émotionnellement, pratiquement. Maintenant, dans une tournure que je n'aurais jamais pu anticiper, je détenais un levier juridique important. J'ai besoin de temps pour réfléchir, ai-je finalement dit. Bien sûr. Jonathan m'a tendu une clé USB. Ceci contient des copies numériques des documents pertinents de la fiducie pour votre examen. Je vous suggère de vous familiariser avec tous vos droits avant de décider de la marche à suivre. Nous aurons besoin de votre décision dans les 3 jours, car les termes de la fiducie exigent une action rapide en cas de violation. Alors que je me levais pour partir, une dernière question me tracassait. Monsieur Peters, comment saviez-vous que mes parents m'avaient enfermé dehors? Je comprends l'alerte de la clé, mais comment saviez-vous les détails? Un petit sourire a traversé son visage. Votre grand-mère a demandé une surveillance spécifique de la propriété. Nous avons un arrangement avec un contact local de confiance qui confirme toute activité suspecte. Madame Henderson? La plus vieille amie de ma grand-mère? Les pièces se sont mises en place. En quittant le cabinet d'avocat, serrant la clé USB, je me sentais simultanément dépassé et étrangement habilité. Ma grand-mère avait vu cela venir, elle avait créé un filet de sécurité dont je ne connaissais pas l'existence. Pour la première fois depuis que je m'étais retrouvé enfermé dehors, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu, de l'espoir. De retour à l'appartement d'Allison, j'ai branché la clé USB sur l'adaptateur de mon téléphone et j'ai commencé à lire les documents de la fiducie. Le langage juridique était dense, mais le message essentiel était clair comme du cristal. Ma grand-mère avait créé un filet de sécurité élaboré spécifiquement conçu pour me protéger du comportement contrôlant de mes parents. La maison familiale Wilson ou la maison coloniale où j'avais grandi, la maison dont j'avais été enfermé dehors avait été achetée par ma grand-mère il y a des décennies. Elle avait permis à mes parents d'y vivre pendant qu'ils élevaient leur famille, mais n'avait jamais transféré la propriété. Au lieu de cela, à sa mort, la propriété a été placée en fiducie avec des conditions spécifiques. Mes parents pouvaient continuer d'y vivre sans loyer et recevraient une allocation mensuelle pour l'entretien et les taxes foncières, mais seulement s'ils garantissaient que j'aurais toujours une place dans cette maison si j'en avais besoin. Dès qu'ils violaient cette condition en changeant les serrures ou en m'empêchant autrement d'y accéder, ils déclencheraient une série de conséquences croissantes. D'abord venait un avertissement formel. Si l'accès n'était pas rétabli dans les 7 jours, l'allocation mensuelle serait suspendue. Si la situation restait non résolue après 30 jours, mes parents pourraient être retirés en tant qu'administrateurs et potentiellement perdre entièrement leur droit d'occuper la propriété. Ils risquaient de tout perdre juste pour me donner une leçon, me suis-je murmuré, luttant encore pour comprendre l'ampleur de leur pari. Mais la révélation immobilière n'était que le début. En continuant à lire, j'ai découvert que ma grand-mère avait établi un fonds d'éducation substantiel qui aurait dû être disponible pour moi tout au long de mes études universitaires et rester accessible pour des études supérieures ou un développement professionnel. Selon la documentation, mes parents, en tant qu'administrateurs, avaient reçu des rappels trimestriels de ces fonds, pourtant ils m'avaient regardé travailler 3 emplois, contracter des prêts, et lutter financièrement pendant mes études universitaires sans jamais mentionner ce soutien disponible. Le plus choquant de tout était la lettre personnelle de ma grand-mère incluse dans les fichiers numériques, datée seulement 2 mois avant sa mort. Elle me parlait directement. Ma très chère Mackenzie. Si tu lis ceci, alors quelque chose s'est mal passé. J'ai essayé tout au long de ta vie de tamponner les tendances contrôlantes que j'ai observées chez tes parents, y compris chez ma propre fille. Mais j'ai toujours craint que sans ma présence, leur comportement puisse escalader. Cette fiducie est ma façon de te protéger, même après mon départ. Tu as toujours été assez courageuse pour forger ton propre chemin, même quand c'était difficile. Cet esprit indépendant est ta plus grande force, bien que tes parents puissent le voir comme de la défiance. Les fonds et dispositions inclus ici ne sont pas une question d'argent, mais de liberté ou la liberté de faire tes propres choix sans contrainte économique. Utilise ces ressources judicieusement, mais ne te sens jamais coupable de réclamer ce qui t'appartient de droit. Sache que je suis plus fier de toi que les mots ne peuvent l'exprimer. Avec tout mon amour. Grand-mère Eleanor. J'ai lu la lettre 3 fois, les larmes coulant sur mon visage. Même depuis l'au-delà, ma grand-mère avait trouvé un moyen de me soutenir, de valider mes choix, et de fournir l'amour inconditionnel que mes parents avaient toujours retenu. Le lendemain matin, je suis retourné au bureau de Jonathan Peters avec une compréhension plus claire et de nombreuses questions.
J'ai examiné les documents, lui ai-je dit après que nous nous soyons installés dans son bureau. Je traite encore tout, mais j'ai des préoccupations concernant le fonds d'éducation. Si mes parents l'ont mal utilisé. Jonathan a hoché la tête gravement. Nous avons commencé un audit préliminaire. Les premières conclusions sont troublantes. Il semble que des retraits réguliers aient été effectués du fonds d'éducation au cours des 3 dernières années, malgré le fait que vous n'étiez inscrite à aucun programme éducatif pendant cette période. Ils prenaient de l'argent qui était destiné à moi. Est-ce légal? En tant qu'administrateur, ils avaient un accès technique, mais les termes indiquent clairement que les fonds étaient exclusivement destinés à votre bénéfice éducatif. S'ils ont utilisé ces fonds à d'autres fins, cela constitue un grave manquement au devoir fiduciaire. La trahison m'a blessé profondément. Non seulement ils m'avaient nié l'accès au soutien financier pendant mes études universitaires, mais ils semblaient s'être servis dans mon héritage depuis la mort de ma grand-mère. Nous avons également confirmé par les registres de propriété que des rénovations importantes ont été faites à la maison familiale l'année dernière, a poursuivi Jonathan. Une nouvelle cuisine, des améliorations à la salle de bain principale, et un projet d'aménagement paysager de l'arrière-cour totalisant environ 87 000 $. Je me suis souvenu de ces rénovations, la cuisine de rêve de ma mère avec des armoires sur mesure et des appareils haut de gamme, la retraite aménagée de manière élaborée dans l'arrière-cour de mon père avec un grill intégré et une pièce d'eau, des projets pour lesquels il affirmait avoir économisé pendant de nombreuses années. Ils ont utilisé mon argent d'éducation pour rénover la maison, ai-je dit platement. Cela semble être le cas. Nous devrons réaliser une expertise comptable judiciaire complète pour déterminer les montants exacts et le calendrier. Je me suis assise, dépassée par l'ampleur de la tromperie. Quelles sont mes options maintenant? Jonathan a exposé 3 voies possibles. Premièrement, je pourrais poursuivre l'application immédiate et complète des termes de la fiducie, ce qui résulterait probablement en la révocation de vos parents en tant qu'administrateurs, une éventuelle action en justice pour récupérer les fonds détournés, et une restauration forcée de vos droits de résidence. Deuxièmement, je pourrais chercher un règlement négocié qui reconnaîtrait les violations mais permettrait une résolution plus mesurée, peut-être en établissant un logement séparé pour vous financer par la fiducie tout en imposant une surveillance plus stricte des activités d'administrateur de vos parents. Troisièmement, je pourrais tenter une médiation familiale en présence de représentants légaux, en essayant de résoudre la situation tout en préservant une certaine relation familiale. Étant donné ce que j'ai appris, pourquoi choisirais-je autre chose que la première option, ai-je demandé. Jonathan s'est penché en avant, son expression sérieuse. Mademoiselle Wilson, en 30 ans de pratique, j'ai vu comment les batailles juridiques familiales peuvent se dérouler. Même lorsque quelqu'un a été profondément lésé, comme vous l'avez été, le coût émotionnel d'une longue bataille juridique contre ses propres parents peut être dévastateur. Je serais négligent de ne pas présenter toutes les options. J'ai apprécié sa franchise. Que recommanderiez-vous? Je suggère que nous commencions par un avis juridique formel décrivant les violations de la fiducie et vos droits en tant que bénéficiaire. Cela donne à vos parents l'occasion de répondre avant que nous ne prenions des mesures plus agressives. Parfois, simplement démontrer que la dynamique du pouvoir a changé suffit à amener l'autre partie à la table. Cela avait du sens. Faisons cela. Je vais préparer les documents aujourd'hui. Nous pourrons les livrer demain. Alors que je me levais pour partir, une autre question me tracassait. Monsieur Peters, ma grand-mère a-t-elle déjà expliqué pourquoi elle a mis en place de telles protections élaborées? Savait-elle que mes parents feraient quelque chose comme ça? Il a pesé ses mots avec soin. Votre grand-mère était une femme remarquablement perspicace. Lors de nos discussions sur cette fiducie, elle a exprimé des préoccupations concernant ce qu'elle appelait l'amour conditionnel et la tendance de vos parents à retirer leur soutien chaque fois que vous faisiez des choix avec lesquels ils n'étaient pas d'accord. Elle croyait que ce schéma pourrait escalader après son décès. Elle a vu tout cela si clairement, ai-je murmuré. En effet. Sa principale préoccupation était de s'assurer que vous auriez la liberté de construire votre vie selon vos propres termes, sans contrainte économique. C'est pourquoi la fiducie comprend non seulement des dispositions relatives au logement, mais aussi des fonds d'éducation et de développement de carrière. En quittant le cabinet d'avocat, j'ai ressenti un mélange complexe d'émotions, du chagrin pour ma grand-mère, qui avait compris mes luttes si profondément, de la rage contre mes parents pour leur tromperie, et un sentiment croissant de détermination. Il ne s'agissait plus seulement de retrouver ma place dans la maison familiale, il s'agissait de tenir tête pour moi-même d'une manière dont ma grand-mère avait toujours cru que je le pouvais. La lettre juridique formelle a été livrée à mes parents le lendemain par coursier.
Jonathan m'a appelé pour confirmer la réception et m'a averti de me préparer à leur réaction. Elle est arrivée en quelques heures, un déluge d'appels et de textos des deux parents, allant de l'incrédule au furieux, puis subitement conciliant. Que signifie ceci, a exigé mon père dans son premier message vocal. Un avocat se présente avec des accusations ridicules sur les souhaits de ta grand-mère. C'est scandaleux. L'approche de ma mère était plus émotionnelle. Mackenzie, je n'arrive pas à croire que tu ferais cela à ta propre famille après tout ce que nous avons fait pour toi. S'il te plaît, appelle-nous immédiatement. 1 heure plus tard, leur ton avait radicalement changé. Chérie, il y a clairement eu un malentendu, disait le texto de ma mère. Nous n'avons jamais eu l'intention que tu partes définitivement. Parlons-en en famille pour résoudre ça. J'ai transmis chaque message à Jonathan sans répondre directement. Son conseil était clair, laissez le processus juridique suivre son cours sans vous laisser entraîner dans la manipulation émotionnelle. Tard ce soir-là, Trevor a appelé. Mac? Qu'est-ce qui se passe? Maman et papa sont complètement paniqués à cause d'une fiducie et d'avocats qui se présentent à la maison. T'ont-ils dit ce qu'ils ont fait? M'enfermer dehors? Prendre mon argent d'éducation? Une longue pause. Ils ont dit, tu dénatures les faits. La fiducie de grand-mère était destinée à toute la famille, et tu essaies de l'utiliser contre eux. J'ai ri amèrement. Bien sûr, c'est ce qu'ils ont dit. Demande-leur la rénovation de cuisine de 87 000 $ payée avec mon fonds d'éducation. Ça ne peut pas être vrai. Ils ont dit qu'ils avaient économisé pendant des années. Trevor, j'ai les registres financiers. Ils me volent depuis que grand-mère est morte, tout comme ils nous ont contrôlés tous les deux toute notre vie. Un autre long silence. Je ne sais pas quoi croire en ce moment. Alors vient à la réunion que Jonathan organise une discussion formelle avec toutes les parties présentes. Vois les preuves toi-même. Après avoir raccroché, un étrange calme s'est installé en moi. Pour la première fois de ma vie, je n'étais pas impuissante face à la manipulation de mes parents. J'avais la vérité, une position juridique, et le soutien indéfectible de ma grand-mère, même depuis l'au-delà. Le décor était planté pour une confrontation qui déchirait complètement ma famille ou forcerait un règlement longtemps attendu concernant des décennies de comportements contrôlants et d'amour conditionnel. Quoi qu'il en soit, j'étais enfin prête à tenir bon. La réunion a été programmée pour le mardi suivant à 10 h dans une salle de conférence chez Sanders et Wilson. Jonathan a suggéré qu'un terrain neutre serait le meilleur pour une discussion aussi chargée. J'ai passé les jours précédant la confrontation à me préparer à la fois pratiquement et émotionnellement. Jonathan m'a fourni une ventilation financière complète de la fiducie, soulignant des cas spécifiques où des fonds destinés à mon éducation et à mon bien-être avaient été détournés. Le total dépassait 120 000 $ sur 3 ans de l'argent qui aurait dû soutenir mon éducation et mon développement de carrière. Allison m'a aidé à assembler une tenue professionnelle à partir de son placard, car la plupart de mes vêtements étaient encore chez mes parents. Tu dois avoir l'air d'être aux commandes, a-t-elle insisté, me prêtant un blazer bleu marine ajusté et une chemise blanche impeccable. Le matin de la réunion, je suis arrivé 30 minutes en avance, l'estomac noué malgré ma préparation. Jonathan m'a rencontré dans le lobby. Souvenez-vous, a-t-il conseillé pendant que nous montions dans l'ascenseur, il ne s'agit pas de punition. Il s'agit d'établir des limites et de s'assurer que les souhaits de votre grand-mère soient respectés à l'avenir. La salle de conférence était formelle d'une manière intimidante, une longue table en acajou entourée de chaises en cuir, des carafes d'eau et des verres à chaque place. Jonathan avait pris des dispositions pour qu'un associé prenne des notes et qu'un conseiller financier de l'équipe de gestion de la fiducie soit présent. Précisément à 10 h, mes parents sont arrivés, accompagnés de leur propre avocat, Gregory Walsh, un ami de longue date de la famille et partenaire de golf de mon père. Mon frère, Trevor, s'est glissé derrière eux, ayant l'air mal à l'aise et déplacé. Les premières salutations furent raides et formelles. Ma mère a tenté de m'approcher pour une accolade, mais j'ai reculé, maintenant une distance professionnelle. Son expression blessée aurait pu m'affecter autrefois, mais je reconnaissais maintenant cela comme une tactique de manipulation. Une fois que tout le monde fut assis, Jonathan a ouvert les débats. Nous sommes ici aujourd'hui pour aborder de sérieuses préoccupations concernant l'administration de la fiducie Eleanor Wilson, spécifiquement les violations de la disposition de résidence et le détournement potentiel de fonds désignés. Mon père a immédiatement interrompu. C'est ridicule. Eleanor était ma belle-mère. Nous avons eu d'innombrables conversations sur ses souhaits pour la maison familiale. Avec tout le respect que je vous dois, Monsieur Wilson, a répondu calmement Jonathan,
les documents juridiques parlent d'eux-mêmes. Les termes de la fiducie sont explicites concernant le droit garanti de Madame Mackenzie Wilson à résider dans la maison familiale chaque fois que nécessaire. Il a glissé des copies des sections pertinentes de la fiducie à travers la table. En outre, a-t-il continué, notre audit financier a identifié de nombreux retraits du fonds d'éducation qui semblent avoir été utilisés pour des rénovations domiciliaires et des dépenses personnelles plutôt que pour le bénéfice éducatif de Madame Wilson tel que stipulé. Le visage de ma mère était devenu pâle. Mon père a regardé entre son avocat et Jonathan, clairement déstabilisé par la franchise des accusations. Monsieur Walsh a éclairci sa gorge. Nous reconnaissons qu'il peut y avoir eu quelques violations techniques des termes de la fiducie, mais il s'agissait de petites erreurs administratives, pas de manquement délibéré. Changer les serrures pour interdire explicitement à un bénéficiaire l'accès à la résidence n'est guère une violation technique ou une erreur administrative, a répliqué Jonathan, son ton toujours professionnel mais avec un accent d'acier. Pas plus que retirer plus de 120 000 $ d'un fonds d'éducation désigné pour des améliorations personnelles de la maison. La tête de Trevor s'est relevée brusquement. 120 000 $? Maman, papa, vous avez dit que ce n'était que des frais d'entretien. Mon père lui a lancé un regard d'avertissement. Pendant l'heure suivante, Jonathan a méthodiquement présenté les preuves, registres financiers, factures de propriété, messages textes documentant le verrouillage, et les instructions explicites de ma grand-mère concernant mon bien-être. Avec chaque nouvelle preuve, la position de mes parents s'est affaiblie visiblement. Finalement, lorsque la présentation financière s'est terminée, Jonathan s'est tourné vers moi. Mademoiselle Wilson, souhaiteriez-vous exposer vos préoccupations directement? Prenant une profonde inspiration, j'ai regardé directement mes parents pour la première fois depuis le début de la réunion. Toute ma vie, vous avez utilisé le contrôle financier comme une arme. Lorsque j'ai choisi le commerce plutôt que la médecine, vous m'avez coupé complètement. Vous m'avez regardé travailler 3 emplois pendant mes études universitaires sans jamais mentionner le fonds d'éducation que grand-mère avait établi pour moi. Et lorsque j'avais besoin d'un abri pendant une période difficile, vous avez exploité ma vulnérabilité pour réaffirmer le contrôle sur ma vie. Ma voix est devenue plus forte en continuant. Ce qui fait le plus mal, ce n'est pas l'argent, c'est que vous avez trahi non seulement moi, mais aussi grand-mère Eleanor. Elle vous a fait confiance pour honorer ses souhaits, pour soutenir mon indépendance, même lorsque vous étiez en désaccord avec mes choix. Au lieu de cela, vous avez violé cette confiance de toutes les manières possibles. Le visage de ma mère s'est rempli de larmes. Nous ne voulions que ce qui était le mieux pour toi, Mackenzie. Nous avons toujours juste voulu que tu réussisses. Non, ai-je répondu fermement. Vous vouliez que je réussisse selon vos conditions, en suivant votre plan. Ce n'est pas de l'amour, c'est du contrôle. Mon père, ayant l'air acculé, a finalement éclaté. C'est ainsi que tu nous remercies de t'avoir élevé? En lançant des avocats contre ta propre famille. Ta grand-mère aurait honte. En fait, a interjeté calmement Jonathan, Madame Eleanor Wilson avait anticipé ce scénario exact. C'est pourquoi elle a établi les protocoles de surveillance et les mécanismes d'application dans la fiducie. Elle a laissé des instructions explicites concernant ses préoccupations au sujet de votre comportement contrôlant envers Mackenzie. Il a produit la lettre de ma grand-mère, dont des copies furent distribuées autour de la table. Alors que mes parents lisaient ces mots, la combativité semblait les quitter. Ma mère a couvert sa bouche, les larmes coulant librement maintenant. Trevor, qui était resté silencieux pendant la majeure partie de la réunion, a finalement parlé. Mac? Qu'est-ce qui se passe? Maman et papa sont complètement paniqués à cause d'une fiducie et d'avocats qui se présentent à la maison. T'ont-ils dit ce qu'ils ont fait? M'enfermer dehors? Prendre mon argent d'éducation? Une longue pause. Ils ont dit, tu dénatures les faits. La fiducie de grand-mère était destinée à toute la famille, et tu essaies de l'utiliser contre eux. J'ai ri amèrement. Bien sûr, c'est ce qu'ils ont dit. Demande-leur la rénovation de cuisine de 87 000 $ payée avec mon fonds d'éducation. Ça ne peut pas être vrai. Ils ont dit qu'ils avaient économisé pendant des années. Trevor, j'ai les registres financiers. Ils me volent depuis que grand-mère est morte, tout comme ils nous ont contrôlés tous les deux toute notre vie. Un autre long silence. Je ne sais pas quoi croire en ce moment. Alors vient à la réunion que Jonathan organise une discussion formelle avec toutes les parties présentes. Vois les preuves toi-même. Après avoir raccroché, un étrange calme s'est installé en moi. Pour la première fois de ma vie, je n'étais pas impuissante face à la manipulation de mes parents.
J'avais la vérité, une position juridique, et le soutien indéfectible de ma grand-mère, même depuis l'au-delà. Le décor était planté pour une confrontation qui déchirait complètement ma famille ou forcerait un règlement longtemps attendu concernant des décennies de comportements contrôlants et d'amour conditionnel. Quoi qu'il en soit, j'étais enfin prête à tenir bon. 47 heures plus tard, Jonathan a appelé avec des nouvelles. Mes parents avaient accepté la proposition avec seulement des modifications mineures aux exigences de thérapie. Le processus d'établissement de mon nouveau logement commencerait immédiatement, et j'aurai accès à la maison familiale pour récupérer mes affaires chaque fois que je le souhaiterais. La confrontation n'avait pas été l'affrontement dramatique que j'avais imaginé, avec des méchants vaincus et justice servie avec éclat. Au lieu de cela avait été quelque chose de plus complexe, un démantèlement douloureux mais nécessaire de schémas nuisibles qui avaient persisté pendant des décennies. En raccrochant le téléphone, j'ai réalisé que ma grand-mère m'avait donné non seulement la sécurité financière, mais quelque chose de bien plus précieux, l'opportunité de briser le cycle de contrôle et d'amour conditionnel qui avait défini ma famille pendant des générations. Un mois après le règlement, je me suis tenu dans le salon de mon nouveau condo, encore étonné par la tournure qu'avait prise ma vie. L'espace était modeste, mais entièrement à moi, un appartement d'une chambre dans un quartier agréable, acheté avec des fonds de la fiducie de ma grand-mère. La lumière naturelle filtrait à travers de grandes fenêtres, illuminant des murs que je pouvais peindre de n'importe quelle couleur, des étagères que je pouvais remplir de livres que mes parents n'auraient jamais approuvés, et une vie que je pouvais façonner selon mes propres valeurs. Le règlement s'est déroulé sans heurts. Une fois que mes parents ont accepté l'inévitable, la fiducie a acheté le condo et établi une allocation mensuelle pour m'aider à me reconstruire pendant que je cherchais un emploi permanent. Mes parents ont conservé la maison familiale mais avec un administrateur indépendant supervisant toutes les décisions financières liées à la fiducie, un arrangement humiliant pour mon père, surtout. La plupart de mes biens avaient été récupérés de la maison de mes parents lors d'un après-midi de samedi tendu mais civil. Trevor avait aidé, agissant comme tampon lorsque mon père faisait des commentaires passifs-agressifs sur les enfants ingrats, et ma mère vacillait entre des appels larmoyants et un silence froid. Ils s'adapteront éventuellement, avait murmuré Trevor alors que nous chargions les cartons dans son SUV. C'est la première fois qu'ils font face à de réelles conséquences. L'aspect le plus difficile du règlement a été la thérapie familiale obligatoire. Notre première session avait été presque insupportable. Mon père a refusé initialement de parler, ma mère a pleuré continuellement, et la thérapeute, Dr Bennett, avait du pain sur la planche pour maintenir un semblant de dialogue productif. Les schémas familiaux ne se développent pas du jour au lendemain, et ils ne seront pas résolus rapidement non plus, nous a-t-elle averti à la fin de cette première heure difficile. Ce processus exige un engagement de la part de tout le monde. À ma surprise, mes parents ont continué à y assister. La participation de mon père est restée minimale, mais chaque session apportait de minuscules moments de clarté. Lors de notre troisième réunion, ma mère avait reconnu, pour la première fois, que son éducation avait été façonnée par le comportement contrôlant de sa propre mère, le schéma même que ma grand-mère Eleanor avait essayé de briser. Maman pouvait être si critique, a-t-elle admis tranquillement. Rien de ce que je faisais n'était jamais assez bien. Je me suis promise que je m'assurerais que mes enfants réussissent là où j'avais échoué. Je croyais être une bonne mère en te poussant. Ce n'était pas vraiment des excuses, mais c'était le début de la compréhension. Pendant ce temps, j'avais commencé ma propre thérapie individuelle avec Dr Rivra, une femme compatissante spécialisée dans les traumatismes familiaux. Ce que vous vivez est un changement massif dans la dynamique du pouvoir, a-t-elle expliqué lors de notre deuxième session. Toute votre vie, vous avez été celle qui dépend, celle qui cherche l'approbation. Maintenant, soudainement, vous détenez un levier important. C'est une transition difficile pour tout le monde. Elle m'a aidé à travailler à travers les émotions complexes, la vindication teintée de culpabilité, le chagrin pour les parents que j'avais souhaités, la colère persistante pour des années de manipulation, et l'espoir hésitant d'une relation plus saine à l'avenir. Le pardon ne signifie pas oublier ou excuser, me rappelait souvent Dr Rivra. Cela signifie abandonner l'attente que le passé aurait pu être différent et choisir comment aller de l'avant avec des limites claires. Ces limites sont devenues ma priorité alors que je reconstruisais ma vie. Avec un logement stable assuré et des besoins financiers de base satisfaits par la fiducie, je pouvais enfin poursuivre des opportunités de carrière qui correspondaient à mes valeurs, plutôt que d'accepter simplement n'importe quel poste par désespoir. J'ai postulé à un programme de maîtrise en marketing numérique, quelque chose que j'avais toujours voulu poursuivre mais que je n'avais pas pu me permettre après l'université ou utilisant des fonds d'éducation légitimes de la fiducie. Je me suis inscrite au cours d'automne,
ressentant un sentiment profond de suivre le chemin prévu par ma grand-mère. Trevor et moi avons développé une relation plus étroite grâce à ce processus, libéré de la dynamique comparative de nos parents. Nous avons découvert une véritable amitié. Il a confessé qu'il avait toujours envié mon courage de poursuivre mes propres intérêts malgré la désapprobation de nos parents. J'ai fait tout ce qu'il voulait, a-t-il admis lors d'une rencontre autour d'un café. Note parfaite, bonne université, bonne carrière, et je ne suis même pas sûr d'aimer être comptable. Je n'ai juste jamais remis ça en question. Il n'est jamais trop tard pour apporter des changements, lui ai-je dit, reconnaissant à quel point je ressemblais à notre grand-mère. Le développement le plus inattendu est venu de Madame Henderson, la voisine de mes parents, qui m'avait fait preuve de gentillesse pendant le verrouillage. Elle m'a invité à prendre le thé un après-midi et à révéler qu'elle avait été l'amie la plus proche et la confidente de ma grand-mère. Eleanor s'inquiétait constamment pour toi, m'a-t-elle dit, servant du Earl Grey dans de délicates tasses. Elle a vu comment le comportement contrôlant de Patricia et Robert affectait. C'est pourquoi elle a établi la fiducie comme elle l'a fait. Vous étiez ses yeux et ses oreilles, ai-je réalisé. Le contact local mentionné par Jonathan? Elle a hoché la tête. Eleanor m'a demandé de veiller sur toi, surtout après qu'elle soit partie. Quand je les ai vus changer ses serrures, j'ai tout de suite su que c'était ce qu'elle avait le plus craint. Merci, ai-je dit, luttant contre les larmes, de l'avoir aidé à me protéger. Elle était si fière de toi, chérie. Ton indépendance, ta détermination à forger ton propre chemin, ce sont des qualités qu'elle valorisait par-dessus tout. Ces mots sont restés avec moi, devenant une pierre de touche alors que je naviguais dans ma nouvelle réalité. 6 mois après le règlement, les choses avaient atteint un équilibre provisoire. La thérapie familiale se poursuivait avec des progrès progressifs. Mes parents et moi maintenions une distance prudente, dîner du dimanche une fois par mois, courts appels téléphoniques chaque semaine. Les vives arêtes de la trahison guérissaient lentement, bien que notre relation ne revienne jamais à ce qu'elle avait été. Peut-être était-ce pour le mieux. Ma mère avait commencé elle-même une thérapie individuelle, partageant occasionnellement des éclaircissements sur sa propre éducation qui m'aidaient à comprendre, sinon excuser, son comportement. Mon père est resté plus résistant au changement mais avait cessé de saper activement le processus de thérapie. La fiducie a continué à fonctionner comme prévu, avec des rapports financiers transparents qui empêchaient de futurs détournements. J'ai accédé au fonds d'éducation de manière appropriée pour mon programme de maîtrise, expérimentant pour la première fois le soutien que ma grand-mère avait voulu depuis le début. Alors que je préparais mon 2e semestre d'études supérieures, j'ai reçu un courriel inattendu, une opportunité de stage en marketing dans une agence numérique en croissance, parfaitement alignée avec mes études. J'ai postulé immédiatement et j'ai été appelé pour un entretien. Le matin de l'entretien, je me suis tenu devant mon miroir, professionnelle et confiante d'une manière que je n'avais pas été pendant ces recherches d'emploi désespérées des mois plus tôt. Sur ma table de chevet se trouvait une photo encadrée de ma grand-mère, Eleanor, ses yeux sages et son sourire subtil semblant approuver la femme que je devenais. J'ai ramassé la photo, parlant doucement à son image, tu avais tout vu venir, n'est-ce pas? Tu savais que j'aurais besoin de protection, et tu t'es assuré que je l'ai le moment venu. J'aurais aimé que tu sois là pour voir que ton plan a fonctionné. Dans ce moment tranquille, j'ai réalisé le don profond que ma grand-mère m'avait fait, non seulement la sécurité financière, mais la chance de briser les schémas générationnels de contrôle et d'amour conditionnel. Elle avait créé le filet de sécurité qui m'a permis de rester ferme dans ma propre vérité et de construire une vie basée sur l'authenticité plutôt que sur les attentes des autres. Alors que je me dirigeais vers la porte pour mon entretien, j'ai senti sa présence avec moi, ainsi qu'un sentiment profond de gratitude pour sa prévoyance et son amour inconditionnel. Le voyage n'avait pas été facile, et il y avait encore de la guérison à venir, mais je marchais enfin sur un chemin de mon propre choix, exactement comme ma grand-mère l'avait voulu. Avez-vous déjà dû faire face à la pression ou aux attentes familiales pour suivre votre propre chemin? J'adorerais lire vos histoires dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire a résonné en vous, veuillez aimer et vous abonner pour suivre la suite de mon parcours. Parfois, la famille que nous choisissons et les limites que nous fixons sont les étapes les plus importantes pour trouver notre vrai moi. Merci d'avoir regardé, et rappelez-vous que vous méritez un soutien qui ne vient pas avec des conditions.